Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Été 2025, manager au 21e siècle, missions impossibles. 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public à Sciences Po. En avril 2017, le candidat Macron, en visite au salon Vivatech à Paris, s'enthousiasmait avec cette phrase restée célèbre, je le cite, « Une Startup Nation est une nation où chacun peut se dire qu'il pourra créer une start-up. Je veux que la France en soit une ». En 2025, c'était il y a quelques semaines, au même salon Vivatech, le président, cette fois-ci Macron, devant les caméras et face à un robot conversationnel à qui on lui proposait de poser la question de son choix, lui lançait « Comment peux-tu aider à réformer l'État ?» Sourire dans l'assistance. La phrase du pensionnaire de l'Élysée était naturellement de l'ordre de la boutade, mais peut-être sans le savoir, le président de la République fixait-il ainsi le fait que le rapport aux startups et à la tech est plus qu'économique ou commercial, il est bien politique. Mais si les startups sont un modèle d'entreprise, sont-elles également un modèle de management à part entière ? Si oui, en quoi consiste-t-il ? À quels autres modèles s'oppose-t-il ? Quelle est sa promesse, mais aussi son influence sur les entreprises en général, y compris celles de grande taille, et avec quelles conséquences évidemment sur les salariés et leurs représentants ? Troisième et dernier temps de ces rencontres d'options à Sciences Po avec nos 4 invités que je remercie de leur présence. Agathe Leperder, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de l'UGIC CGT, Marion Fleischer, bonjour. Bonjour. Sociologue, maîtresse de conférences à Nanterre et chercheuse associée au Centre d'études et de l'emploi et du travail, le CEET au CNAM. Laure Rudel-Arnaud, bonjour. Bonjour. Membre de France Digital, qui est une association d'entrepreneurs et de financeurs de start-up. Et vous êtes vous-même directrice ressources humaines et impact chez Brevo. Et enfin Philippe Godineau, bonjour. Bonjour. Membre du pôle cadre de l'UGIC CGT et salarié de Neward, une filiale d'EDF qui conçoit le petit réacteur nucléaire du même nom. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Agathe Leperder, avant d'en venir au management à proprement parler dans les startups, on peut peut-être dire que le développement de ce type d'entreprise est très encouragé par les pouvoirs publics depuis un certain nombre d'années. Maintenant, c'est pour ça que je citais Emmanuel Macron en introduction, parfois y compris même au sein de l'État, avec quelles conséquences selon vous ? Oui, je pense que c'est intéressant de revenir sur la genèse de tout ça. Et ce discours, il est très central. Je l'ai réécouté pour préparer ces journées. Je pense que la partie la plus importante du discours de 2017 de Macron chez Vivatech, c'est la partie en anglais, parce qu'elle est vraiment très claire sur le projet. Donc il dit, la Startup Nation, c'est un pays qui se meut pour et avec les startups, et un pays qui pense et bouge comme une startup. Et plus tard, il dit « Je ferai en sorte que le gouvernement et l'État agissent comme une plateforme et non comme une contrainte », avec évidemment tout le programme qu'il nous donnait à l'époque, qui était un programme très clair qu'il a appliqué jusqu'à aujourd'hui. La baisse de l'impôt sur les sociétés. Dans ce discours, d'ailleurs, il dit « En France, on aime les entrepreneurs à condition qu'ils ne vivent pas trop bien. Généralement, on les jalouse et on les fiscalise. » Deuxièmement, il parle de la baisse des cotisations patronales et salariales. Bon, il dit charge, je vous épargne cette partie-là. Évidemment, toute la politique sur le droit à l'erreur, le décloisonnement de la recherche publique et privée. Il annonce un fonds de l'innovation de la BPI et des visas pour les jeunes entrepreneurs. Et c'est intéressant de le mettre en regard du discours qu'il a fait récemment chez Vivatech, il y a 15 jours, qui en fait montre à quel point le projet s'est fracassé sur la réalité en fait de l'économie actuelle, puisqu'à Vivatech il fait une table ronde avec le patron de Mistral AI, donc qui est une ancienne start-up dans le secteur de l'IA, et le patron de Nvidia, qui est une énorme entreprise américaine qui vend des processeurs graphiques, qui est essentielle dans le secteur de l'IA, et ils annoncent un partenariat entre ces deux entreprises. Et c'est la preuve de l'échec, en fait, malheureusement, de la politique économique française en matière d'IA, puisque au sommet pour l'action sur l'IA qui a eu lieu il y a 6 mois, Emmanuel Macron a annoncé qu'on allait construire des champions français et européens de l'IA. Or, on est capable d'avoir un Nvidia européen, c'est sûr et certain. La question, c'est les moyens qu'on y met. Et en fait, cette politique de soutien aux startups, c'est une politique qui a été menée avec, je dirais, 3 formes en fait d'action. La première, c'est la valorisation de ces formes économiques d'entreprise.
La deuxième, c'est des politiques d'État quand même très soutenantes et voire agressives en direction du développement des startups. Et puis, il y a quand même une alliance entre un patronat lui aussi très radicalisé et l'État et le gouvernement dans cette politique-là. Sur valorisation des formes économiques, on en parlera probablement avec Philippe après, mais des grandes entreprises ont choisi de filialiser, de créer elles-mêmes des startups pour bénéficier des avantages qui sont induits par les politiques publiques, notamment la baisse des obligations légales, mais aussi des aides économiques. Évidemment, il y a eu un encouragement maximal de ce mode économique et on l'a vu avec les Uber Files en 2022, mais aussi plus récemment au sommet pour l'action sur l'IA, Macron va faire un discours à la Station F, qui est un incubateur de start-up, et il félicite dans ce cadre Doctolib, Alan, qui est la nouvelle protection sociale complémentaire du ministère des Finances, mais aussi du ministère de l'Environnement. Et puis des grands sommets de mise en scène internationale, Choose France, le sommet pour l'action sur l'IA, etc. C'est aussi des politiques d'État, l'arrosage automatique des aides publiques, les exonérations de cotisations sociales, le crédit impôt recherche, et puis des subventions ciblées qui ont été développées de façon forte avec des aides de la BPI, mais aussi les aides des conseils régionaux. Des avantages fiscaux aussi pour les investisseurs qui ont augmenté encore ces dernières années, et vous avez dû le voir, c'est un gros sujet pour nous syndicalement. La façon dont le marketing est très agressif en direction des jeunes générations, notamment des jeunes ingénieurs cadres techniciens, pour dire mais investis dans la tech, tu vas gagner plein d'argent. Et ce marketing-là, il tire profit de la baisse de la protection sociale qui est actuellement en l'œuvre dans nos catégories. Donc il faut qu'on en ait conscience. Et puis des infrastructures dédiées, évidemment la mission French Tech qui dépend directement de Bercy, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais aussi des réorientations même de services publics. Moi je l'ai vécu quand j'étais en formation à l'école de l'inspection du travail, et la promo d'après avait été sollicitée par l'incubateur d'État pour construire le code du travail numérique avec des étudiants de l'école 42. Donc en gros c'était du travail gratuit à tous les étages pour offrir un nouveau service public. L'école 42 c'est Xavier Niel, hein, il faut rappeler. Ouais. L'école 42, donc c'est l'école de formation créée par Xavier Niel, effectivement. Et tout ça en parallèle de suppression de postes dans les renseignements de l'inspection du travail et le contrôle. Le troisième point, c'est juste le patronat très agressif. Et je trouve que l'exemple de la CPME dans la période, il nous éclaire beaucoup sur ce qui se joue dans le patronat. En janvier 2024, la CPME publie 80 mesures de la CPME pour mettre fin à la complexité administrative. Dans la foulée, il y a un rapport parlementaire qui s'appelle 14 mesures pour rendre des heures aux Français, qui est à peu près du même acabit et qui découle sur le projet de loi simplification dont on a entendu parler ces derniers jours. Et il y a systématiquement un discours politique très fort sur l'effet, vous savez, des seuils sociaux. À partir du moment où une entreprise dépasserait les 50 salariés, les 100 salariés, à partir des seuils des CSE ou de leur commission, là, elle s'arrêterait d'embaucher et ce serait un problème. Parce qu'a démontré France Stratégie cette année, c'est que ça n'a aucun impact, en fait. Il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Or, il y a ce discours qui continue d'être véhiculé et qui justifierait des réductions de droits pour nous. Et je pense qu'il y a un symbole qui est très fort dans le patronat récemment, c'est l'élection de Amir Reza Tofighi à la tête de la CPME, qui est un ancien cofondateur de Hitch, la plateforme de taxi, enfin de l'équivalent des VTC, voilà. Or, la CPME est aujourd'hui très très agressive sur la question des contraintes réglementaires, donc a pu trouver un appui aussi dans le gouvernement et dans le Parlement pour détricoter nos droits sociaux. C'est important ce que vous avez rappelé au début, parce que dans cette idée de Start-up Nation, il n'y avait pas seulement l'idée de favoriser les start-up, il y avait aussi l'idée que l'État devienne lui-même semblable à une start-up, ce qui nous renvoie, confère la table ronde précédente au Wall Street Management, et on vous lit Agathe Le Berder dans ce numéro d'option, en finir avec le Wall Street Management. On vous lit également Marion Fleischer en interview avec Christine Lab dans ce numéro, au sujet des start-up, sujet auquel vous avez consacré votre thèse. Alors je le disais, les startups elles occupent essentiellement évidemment le secteur de la tech, du numérique, innovant, etc. C'est un modèle d'entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont également un modèle de management qui leur est propre et qui va avec ce que vous appelez un modèle de rupture ? Effectivement, moi je montre dans mes travaux que le modèle de la start-up se distingue entre autres, j'identifie plusieurs caractéristiques, mais notamment elle se distingue des autres entreprises par leur mode d'organisation du travail qui repose sur plusieurs piliers managériaux, comme l'accent mis sur le plaisir, le bonheur au travail. Il y a d'ailleurs des personnels dédiés, les Chief Happiness Officers. Elle se distingue aussi par l'accent mis sur l'autonomie des travailleurs, leur responsabilisation au travers notamment du travail par projet, du management dit agile.
Alors, la plupart de ces innovations managériales, elles ne sont pas nouvelles en soi, puisque la plupart ont été en fait récupérées des premières entreprises technologiques de la Silicon Valley. Enfin, moi, dans la thèse, j'essaie vraiment de faire une socio-histoire du modèle de la start-up, comprendre d'où il émerge. Et en fait, en grande partie, on peut considérer que ces entreprises technologiques qui voient le jour dans la Silicon Valley dans les années 30, 40, 50 sont un peu les ancêtres de ce qu'on a appelé les start-up aujourd'hui, et qui, dès le départ, avaient compris que pour mettre en place des innovations technologiques importantes, voilà, dites de rupture, il fallait aussi réformer l'organisation du travail. Et donc, ça passait par faire des équipes plus petites, qui travaillaient par projet, dans des plus petites organisations. Et c'est notamment pour cette raison que, dans les années 50, Robert Noyce, qui est le fondateur de Intel, donc celui qui a fait toutes les puces électroniques que vous avez dans tous vos ordinateurs, eh bien, quitte une des plus grandes entreprises du semi-conducteur des États-Unis, Fairchild Semiconductor, elle-même, qui était une spin-off, une société fille de la plus grande, enfin, des laboratoires Bell. Et donc, pour fonder son entreprise dans un cadre qui se voulait moins bureaucratique, moins hiérarchique, pour pouvoir mettre en place, voilà, des technologies de rupture. Oui, alors, c'était censé apporter quoi, pardon, en termes de management, justement? C'était censé être un peu plus agile pour, voilà, être plus efficace, s'adapter plus rapidement au marché. C'était vraiment cette idée, voilà, de rapidité dans l'exécution. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les startups aujourd'hui. C'est vraiment cette volonté de accélérer le processus de production. Et donc, ça repose, et ça a des implications majeures sur les travailleurs, puisque ça repose sur leur surinvestissement au travail, sur leur implication beaucoup plus forte. Laure Rudel-Arnaud, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été décrit, vous qui dirigez les RH d'une start-up qui a beaucoup cru ces dernières années, Brevo, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été décrit par Marion Fleischer? Alors, merci, c'est vraiment intéressant. Alors, je précise une chose. Moi, je suis rentrée chez Brevo il y a 3 ans. Et avant ça, j'étais dans une entreprise qui était ni scale-up, ni start-up, ni tech, qui était Sodexo. Donc, donc j'ai vu quand même, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi les différences. Donc, il y a évidemment des choses que vous dites qui sont très vraies. Je pense... La question parfois de l'engagement au travail, autonomie versus responsabilisation, évidemment que c'est des choses sur lesquelles on insiste. Le fait de laisser de la place aux personnes pour trouver leur espace, d'avoir moins de verticalité, plus d'horizontalité, c'est quelque chose sur lequel on insiste. Il y a une vraie tendance, évidemment, plus on grossit, et nous, on n'est plus une start-up au sens propre, hein. On a 950 salariés dans le monde, 350 en France. Par contre, c'est pour ça qu'on rentre dans la définition de ce qu'on appelle plutôt scale-up, c'est-à-dire des boîtes qui sont déjà grosses, mais qui continuent à avoir une forte croissance. Et donc, comment on accompagne? Et le risque, c'est effectivement, on en parlait rapidement, mais c'est de verticaliser les choses de plus en plus. Donc, comment est-ce qu'on continue à avoir de l'agilité? Comment est-ce qu'on continue à préserver l'autonomie des collaborateurs? À ce qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir un impact? À ce qu'ils sentent qu'ils peuvent gérer leur temps eux-mêmes, avoir des idées, avoir des initiatives dans cet environnement-là. Donc ça, évidemment, ça c'est quand même assez particulier, je pense. La question, je trouve, de l'accent mis sur le plaisir et sur le bonheur. Oui, enfin, c'est poussé à ultra outrance dans certaines boîtes. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ce concept-là. Je pense que et je pense qu'on a plein de jeunes salariés qui arrivent, qui sortent direct d'école et qui se sont fait une montagne. Et évidemment, il peut y avoir une petite descente à la réalité de ce que c'est. Donc, on essaye évidemment de pas que les salariés ne confondent pas aussi ce que c'est que le monde du travail, ce que c'est que le monde de l'entreprise avec une utopie. Et parfois, il peut y avoir comme ça, la première année, l'image que tout est génial, que c'est exceptionnel et tout ça. Donc, et il peut y avoir après des descentes avec des réalités, avec des situations de confrontation, avec le fait qu'ils ont du mal à dire quand il y a trop de travail, quand il y a de la surcharge, avec donc tout c'est des choses qu'on accompagne. Moi, je crois beaucoup aussi à l'équilibre des générations. On a signé un engagement sur le travail des seniors, des plus de 50 ans, avec le fait avec la conviction que plus on a des collaborateurs d'âge différents, de profils et d'historiques différents, plus la culture va évoluer, plus on va aussi professionnaliser le dialogue social en entreprise. Marion Fleischer, effectivement, bonheur, etc., c'est-à-dire une façon d'engager autrement les salariés. Quelles conséquences ça a, et notamment en termes de distinction entre ce qui relève de la vie professionnelle et de la vie personnelle?
eh bien, ça tend un peu à tout brouiller. Effectivement, moi, j'ai remarqué que ce qui caractérisait quand même les startups, c'était de réussir à produire le surinvestissement des salariés. Ça, c'était un constat que je faisais. Tout le monde travaille énormément, mais sans recourir à la contrainte hiérarchique, verticale, bureaucratique. C'est-à-dire qu'on a vraiment des leviers de production de l'engagement au travail qui sont un peu plus insidieux, un peu plus invisibles. Donc moi, j'ai essayé d'identifier ces leviers-là, et un de ces leviers, c'est effectivement l'accent qui est mis. Alors, je disais en introduction bien-être, bonheur pour aller un peu vite, mais pour moi, un des vecteurs centraux, c'est l'atténuation des marqueurs hiérarchiques. Alors avec cette idée qu'on va tous fonder une grande famille, tout le monde le dit pas comme ça, mais on va essayer de faire en sorte que les marqueurs hiérarchiques traditionnels soient plus édulcoré. Ça passe aussi par la création d'un collectif de travail qui est marqué par une forte proximité relationnelle, mais ça c'est permis aussi par une forte proximité générationnelle et sociale, elle-même le produit de recrutement, enfin de stratégies de recrutement qui visent certes à recruter des personnes qui ont des compétences, mais surtout des personnes qui s'entendent bien aussi, enfin qui vont fitter. Enfin, il y a réellement des entretiens de fit en start-up pour s'assurer que les nouvelles recrues vont s'adapter à l'organisation, faire famille comme il se doit. Fit, ça veut dire correspondre, le fait qu'on va bien s'entendre. Exactement, on vérifie aussi ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment vu sur le terrain des candidats qui remplissaient des prérequis d'un point de vue de compétences, qualifications, mais ne pas être pris parce que, bon, un peu trop, je sais pas, timide, un peu trop réservé. Et comme on attend aussi des salariés qu'ils s'investissent dans tous les moments aussi organisés par l'entreprise, qui sont dans des moments hors travail, donc typiquement les soirées d'entreprise, des week-ends, des after-work, comme ils appellent ça, eh bien voilà, il faut quand même aussi, il y a des attendus sur le savoir-être, il y a des attendus sur le type de profil, et ça se voit puisque dans les startups il y a quand même une grosse homogénéité sociale, c'est-à-dire que c'est quand même ça s'observe dans la manière dont les gens s'habillent, dans à quoi ils ressemblent, dans la moyenne d'âge. Alors vous dites que là ça s'est peut-être un peu diversifié. Moi mon terrain il date quand même mon enquête elle date de 2019, donc il y a quand même eu de l'eau qui... les startupeurs ils ont vieilli. Non, mais c'est encore vrai, hein. Attention, je suis tout à fait d'accord. Je pense que il y a une espèce de stéréotype caricature de la start-up égale jeune égale on sort tous des mêmes écoles et on s'habille tous pareil. C'est assez affligeant, hein. Enfin, donc il y a quand même un vrai travail à faire là-dessus, de déconstruire ces stéréotypes et justement de montrer qu'il y a d'autres modèles. On peut continuer à croître, on peut au contraire avoir des modèles de croissance, mais qui vont aussi, il y a une question sur le partage de la valeur, mais ça c'est autre chose, mais qui vont avec d'autres manières il y a quand même un corps social, et donc comment est-ce qu'on prend soin du collectif sans mettre derrière le mot culture qui est un peu un fourre-tout pour justement non, il va pas fitter. Ça, le côté fit, je le vois très bien, et le fit culturel, comment est-ce qu'on l'a, mais que ça reste quand même vraiment inclusif et pas au contraire exclusif. Et il faut dire, Marion Fleischer, que votre terrain, vous l'avez fait dans une entreprise dont vous ne nous direz pas le nom, mais que vous avez été en immersion en fait. Et vous en avez tiré votre thèse qui, je crois, va apparaître aux presses de Sciences Po d'ici quelques mois. Produire l'auto-engagement au travail, c'est son titre. Alors ça, c'est le titre d'un article issu de la thèse. Le livre s'appellera Le monde des startups, voilà. Puisque voilà, l'étude du monde organisationnel, ça en est un aspect, mais j'étudie aussi le modèle de création d'entreprise qu'il y a derrière, même les politiques publiques que vous avez évoquées au tout début. Mais effectivement, là-dessus, c'est vraiment aussi une volonté de produire l'engagement, le surengagement des travailleurs, autrement, comme je le disais, en recourant à la contrainte hiérarchique. Mais là-dedans, il y a aussi un des leviers intéressants, c'est comment on crée de l'engagement par le contrôle social, c'est-à-dire par le collectif, mais aussi par l'autocontrôle. Donc je disais au tout départ aussi qu'il y avait cet aspect management par projet qui va avec de l'autonomie laissée aux travailleurs et une responsabilisation des travailleurs. Pour moi, ces deux aspects-là vont ensemble. C'est-à-dire que quand vous êtes en charge de votre projet, que vous vous sentez responsable et que vous avez de l'autonomie dans votre travail, vous avez tendance à vous surinvestir puisque vous vous sentez un peu flatté aussi de la confiance qui vous est donnée. Et donc c'est aussi un levier quand même assez important qui, conjugué avec aussi des modes de rémunération un peu hybrides qui cumulent à la fois des primes par objectif individualisées mais aussi des prises de participation au capital, tout ça crée une émulation individuelle et collective qui produit ce surengagement volontaire au travail. Surengagement qui se fait notamment dans des moments de convivialité dans lesquels les hommes et les femmes n'ont pas forcément ni les mêmes rôles, ni les mêmes possibilités. Ça reboucle avec nos rencontres d'options d'il y a 1 an exactement, où on parlait de violences sexuelles et sexistes au travail, et où justement on se rendait compte que les apéros, la consommation d'alcool, etc. posaient des questions de genre.
Absolument. Déjà, il y a la question des conditions de participation à ces événements, puisqu'ils ont lieu en soirée ou pendant les week-ends, quand il s'agit de week-ends d'entreprise. Donc, il faut pouvoir libérer ce temps-là. On sait tous et toutes que l'arrivée de l'enfant n'a pas les mêmes conséquences sur le temps hors travail des femmes et des hommes. En l'occurrence, comme ils étaient tous un peu jeunes à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des enfants, mais les hommes qui avaient des enfants continuaient de participer. Les femmes qui en avaient plus de difficultés à se libérer. Or, il s'agissait vraiment d'une injonction de l'entreprise à être présent, puisque si vous n'êtes pas présent à ces soirées-là, vous montrez que vous n'êtes pas vraiment engagé, que vous croyez pas vraiment dans le projet. Donc il peut y avoir des vraies implications sur la carrière. Et alors, ces problématiques-là sont de plus en plus prises en compte, parce que même ce fameux culture manager, qui était l'autre nom du Chief Happiness Officer, avait mis en place des formules de garde d'enfants pour vraiment rendre possible le plus longtemps possible l'engagement des salariés dans le temps hors travail. Mais voilà, on voit quand même déjà se dessiner des inégalités de genre à ce niveau-là. Laure Rudel-Arnaud, est-ce que vous voulez répondre ? Alors, oui, c'est vrai que c'est un vrai point. Comme vous le dites, ça dépend aussi de la typologie, la démographie de boîte. Je pense qu'il y a des garde-fous à ça. Évidemment que le premier garde-fou, c'est plus on grandit, plus la population se diversifie. Et en genre, chez nous, ça a toujours été on a de la chance, assez diversifié. En âge aussi, en conditions de famille. Et du coup, c'est des questions qui sont de plus en plus prises en compte. Mais effectivement, ça me fait penser à un truc. Moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans, 15 jours après mon arrivée, il y avait il y avait un grand événement. On partait tous en voyage de boîte et c'était et j'apprends que c'est le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, je vais voir mon patron, je dis mais c'est pas possible. Enfin, comment on fait? Et il me dit les gens, c'est quand même sympa. Et donc effectivement, la question de en fait non, ça c'est pas possible. Ça a été une vraie conversation. Donc on a trouvé évidemment un arrangement, et maintenant on ne ferait plus jamais ça comme ça, mais parce que il y a une boîte plus mûre, parce que j'ai une équipe qui a pris de la place, parce que il y a ces questions-là, elles sont prises plus au sérieux. Mais je veux bien croire que, et c'est encore le cas, et c'était pas qu'en 2019, il y a plein de startups où c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup de maturité encore de la part des fondateurs, et il y a très peu de ressources humaines, enfin de fonctions ressources humaines quelles qu'elles soient, où c'est des espèces de fonctions un peu entre office management / happiness officer, et c'est pas des vraies fonctions RH. Et les partenaires sociaux sont soit peu existants, soit très peu mûrs sur ces questions-là. Donc voilà, donc ça demande effectivement, tout ça, ça va avec une maturité qui se fait parfois un peu rapidement, à l'image de la croissance de la boîte, mais on peut aussi, il y a des manières de créer des garde-fous à ça. Mais c'est vrai que c'est une réalité auquel on est confronté. Quelle est la réflexion de France Digital ou de la French Tech qui elle est rattachée au ministère de l'économie à ce sujet? Alors, il y a régulièrement des réunions des fonctions ressources humaines quand il y en a, parce qu'encore une fois, le gros, mais c'est comme toutes les boîtes, les petites boîtes en dessous de 50, 70 personnes, il y a rarement une fonction RH qui est là. Après, il y a de plus en plus d'échanges quand même de bonnes pratiques entre dirigeants, et souvent c'est un ou plusieurs dirigeants associés de la boîte qui sont plus ou moins vigilants, plus ou moins au courant à ça. Et donc oui, effectivement, je ne veux pas dire qu'il y a un encadrement des pratiques, ça serait un grand mot, mais le fait qu'il y ait quand même des partages de bonnes pratiques, ça oui, ça reste là. Et moi, je témoigne quand même régulièrement au sein de France Digital, au sein de la French Tech, et je suis pas la seule aussi sur qu'est-ce que c'est que des pratiques réellement. Alors, et on n'est pas loin de là le meilleur élève de la classe, mais enfin, on essaie quand même d'avancer sur ces aspects-là pour partager sur certaines bonnes pratiques, notamment sur ces aspects-là. Philippe Godino, vous me pardonnerez de ne pas vous avoir passé la parole avant. Je voulais qu'on dresse comme ça un petit paysage de ce que peut être une start-up, et qu'ensuite on vienne élargir avec vous, puisque Neward, il s'agit d'une entreprise de type start-up, ou qui ressemble un petit peu, assimilée disons, mais qui émane d'une grande entreprise qui est EDF. Déjà, expliquez-nous ce que vous faites et dans quel but ça a été fait de cette façon-là. Neward, c'est le nom d'un petit réacteur nucléaire innovant. C'est ça. Pourquoi ne pas le faire dans EDF? Pourquoi faire une entreprise spécifiée? Ouais, pour replanter le contexte, déjà, je ne suis pas salarié de Neward. Alors autant pour moi, pardonnez-moi. Puisque la première fois où je suis allé là-bas, je représentais l'Union départementale du Rhône et j'allais signer un protocole d'accord préélectoral. Le grand bonheur, c'est qu'on se pointe dans un endroit comme ça, on connaît personne, il n'y a pas de syndiqué,
Il faut monter une liste électorale pendant 4 mois. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement du flex office, des gens qui font du télétravail, un baby-foot, un frigo connecté, le bonheur au boulot, quoi. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait une start-up? C'est l'innovation. Et c'est là que j'en viens à l'explication de ce que c'est Nouward. Nouward, en fait, c'est une filiale d'EDF qui regroupe des salariés qui ne sont pas au statut d'EDF. Il y en a qui viennent d'Electrabel, il y en a quelques-uns qui viennent d'EDF, de Framatome, de bureaux d'études, etc. Donc une multitude de profils de tous les âges, de tous les niveaux d'expérience. Donc c'est pour ça que je retrouve bien ce témoignage par rapport à ce qui a été dépeint auparavant. Et alors, pardonnez-moi, vous vous retrouvez là parce que vous êtes en détachement d'EDF, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, en détachement syndical. Donc vous êtes toujours au statut d'électricien gazier, les autres non, c'est ça? Les autres non. Ouais. Déjà, voilà. Nuance de taille, ouais. Nuance de taille, effectivement. Donc oui, Nouward, en fait, Nouward doit concevoir la fabrication de mini-réacteurs nucléaires, les SMR, Small Modular Reactor. Ce sont des réacteurs nucléaires qui font une puissance de 340 MW à peu près et qui sont destinés à remplacer les centrales thermiques dans les pays de l'Est où leur réseau électrique est trop faible pour supporter un EPR. Voilà. J'arrête là-dessus. Donc effectivement, il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation et une innovation, la création de ces SMR, au niveau du SMR français, c'était renforcé par une innovation sur certains appareils qui devaient être améliorés par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans nos centrales nucléaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le financement de cette filiale Startup Canada Dry, on va dire, ce financement, il vient d'argent européen, d'une subvention européenne. Mais comme l'Europe veut absolument la libre concurrence partout sur le territoire, il se trouve qu'il y a plein de concurrents qui sont sur le même projet en Europe. Donc du coup, l'argent à partager, ça fait un petit peu des petits bouts. En fait, on a assisté à une espèce de saupoudrage où on a dit à EDF, allez, on va avoir une subvention, on lance ce projet. Certes, EDF était intéressé par ce projet, hein, il n'y a pas de souci, mais les moyens n'ont pas été mis à la hauteur des ambitions. Alors, dans ce que j'ai trouvé en arrivant donc pour signer mon protocole d'accord préélectoral, j'ai vu des gens, effectivement, heureux, l'impression d'être tous sur le même bateau, envie d'aller dans le même sens. Et d'ailleurs, à un moment, je demande à une jeune ingénieure, c'est quoi votre métier ? Parce qu'un ingénieur, il a un métier au départ, il a une formation technique spécifique. Hein, elle me dit, mais c'est le projet. En fait, ça voulait tout dire. J'ai pas de métier. Non, ce qui comptait, c'était que tout le monde aille dans le même sens sur le projet. Donc, voilà, quel que soit le métier, maximal, quel que soit l'âge, quelle que soit la tenue vestimentaire, c'était l'engagement dans le projet, bien entendu. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que, oui, dans les termes que j'avais repérés tout de suite, évidemment, c'est que chacun s'appelait collaborateur, et puis il y avait une horizontalité, effectivement, des relations entre les uns et les autres. Agathe Le Berder, une réaction à tout ce qui a été dit. Oui, moi je trouve que ce qui est intéressant avec cette discussion, c'est qu'elle révèle des choses, et c'est l'enjeu de toutes ces discussions sur le management. On dit toujours à l'UGICT, il faut qu'on ouvre la boîte noire du management. Alors c'est une mauvaise image parce que les boîtes noires enregistrent tout. Néanmoins, on est dans une situation où le management, c'est un impensé dans les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Personne n'a de date de discussion politique sur quelles sont les politiques managériales qu'on met en œuvre, et c'est la tâche qu'on se donne en tant que syndicaliste de l'UGICT, c'est de questionner les politiques managériales. Et un outil qui est fort pour traiter ça, c'est quand même le rôle qu'on a en tant que représentant des salariés, notamment dans le CSE. Et c'est le problème qu'on a avec les startups, c'est que ce sont des lieux qui, aujourd'hui, tardent à mettre en place leur CSE, parce qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs de ce type de structure qui refusent de les mettre en place, refusent d'organiser les élections, et c'est une difficulté. Et c'est aussi un espace où avoir des CSE syndiqués, c'est compliqué. Donc c'est d'autant plus dur pour nous, notamment la CGT, de s'y implanter et de défendre les droits des travailleurs et des travailleuses. Or, c'est dans ce cadre-là qu'on peut obtenir de nouveaux droits. C'est aussi des structures, et le récit de Philippe le montre, qui servent à
supprimer les garanties collectives acquises de longue date dans certains secteurs, je pense à la métallurgie, je pense à l'énergie, pour tous retomber sur la convention Syntec, qui est quand même l'une des moins protectrices aujourd'hui du monde du travail, notamment pour les ingénieurs cadres techniciens. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'ouvrir le capot, de regarder ce qui s'y passe, de le débattre, de le mettre en discussion et de l'influencer, et notamment de travailler sur les attendus implicites dont vous avez parlé tout à l'heure, sur je dois me surengager pour pouvoir performer, j'ai cet attendu implicite de la loyauté, on en a parlé un peu plus tôt, mais aussi ces attentes sur la participation aux afterwork. Justement, c'est des choses qu'on a mesurées dans le baromètre cadre 2024 à l'UGICT, où on a posé la question aux gens, est-ce que vous considérez que pour pouvoir être intégré, vous devez participer à des afterwork, et ils nous répondent majoritairement que oui. On leur a aussi demandé, est-ce que vous pensez qu'il faut que vous ne vous présentiez pas aux élections professionnelles? Et quand ils sont dans des entreprises de 50 à 200 salariés, ils disent plus que les autres qu'ils ont l'impression qu'ils ne doivent pas se rapprocher d'un syndicaliste ou se présenter aux élections professionnelles. Donc on a quand même un problème de culture dans ce milieu-là qu'il faut qu'on arrive à transformer, à inverser, pour pouvoir s'implanter et aller défendre les droits des salariés qui s'y trouvent. Un mode un peu zone franche, comme on dirait. Philippe Gaudineau, comment on construit une activité syndicale comme vous en direction de ces salariés-là? J'y viens tout de suite. Juste avant, je voulais raconter la fin de l'histoire de Neward. Enfin, pas la fin, puisque c'est pas terminé, mais en tout cas, les innovations sur les gros matériels ont échoué par manque de moyens, par manque de temps, par un planning trop contraint. Et là, ça a été le coup de massue. Et là, tout le monde était sur la barque, mais la barque s'échouait, voire commençait à couler. Donc ça a fait du dégât quand même socialement, puisque 220 salariés, on est passé à 60. Et comme la plupart étaient au statut Syntec, ça a fait des licenciements. Donc voilà. Après, comment on fait effectivement pour mener une démarche électorale, une démarche syndicale plutôt, dans ce contexte-là? Comme je disais, on connaît personne, il n'y a pas de syndiqués et il faut monter des listes en quelques mois. Faut aller... le retour d'expérience est très intéressant, parce qu'en fait, cette configuration sur Lyon, elle concerne, je ne sais pas, peut-être 50, 60, 70 000 salariés, ingénieurs et cadres, qui ne savent pas ce que c'est qu'un syndicat, ou vraiment de très très loin, qui ne sont pas syndiqués. Dans une autre filiale d'EDF, où je me suis rendu pareil pour signer un PAP et mener la campagne électorale, il y avait un syndiqué sur 170. Coup de bol, il était à la CGT. Mais bon, on a fait 100% de représentativité, mais c'est un résultat un peu fragile quand même. Les autres OS étaient complètement méconnus. Donc voilà, maintenant la démarche syndicale par rapport à ça, ça commence par quoi? Ça commence par aller au contact effectivement des salariés avec une communication qui explique l'intérêt de voter aux élections aux IRP, l'intérêt de se présenter aux élections des IRP, tout ça c'est graduel, mais aussi l'intérêt de se présenter sous une bannière syndicale. On va pas tout de suite sur la CGT, mais ça va bientôt venir. Sous une bannière syndicale, puisque c'est ça qui donne les droits avec le premier tour. Ça donne le droit à un délégué syndical. C'est ce qui permet de négocier, d'aller dans les négociations annuelles obligatoires, qui concernent le salaire et tout un tas d'autres sujets. Voilà, c'est vraiment sur cette pédagogie-là qu'il faut aller, sur une population d'ingénieurs, de cadres. Ensuite, effectivement, on leur démontre que à la CGT, à partir de nos valeurs, à partir de notre structuration en territoire, en fédération, etc., on est là, on peut toujours apporter des solutions, des réponses à leurs questions, des aides au déploiement, du conseil juridique, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Alors, du coup... dans un premier temps, effectivement, il faut inviter les gens. On a réussi à trouver 2 personnes qui ont bien voulu se présenter sur la liste. En plus, on avait un homme, une femme. On était la seule OS à pouvoir présenter ça. Malheureusement, ils étaient sur une antenne à Tours, donc en termes d'impact électoral, c'était plus difficile. On a quand même réussi à être représentatif, et c'était déjà ça de gagner, quand on part de rien. Donc, dans un deuxième... Alors, il y a le fait de constituer la liste, et après, il y a le fait de faire voter.
Et à chaque fois, ce sont deux démarches différentes et qui demandent toujours la même pédagogie. Alors, pour faire voter, c'est là qu'on avance effectivement dans nos communications, dans nos valeurs, tout ce qu'on défend, et notamment l'égalité professionnelle, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et ce sont des populations qui y sont sensibles. L'approche environnementale, même dans un milieu où on conçoit des centrales nucléaires, aujourd'hui, ces jeunes cadres se disent qu'ils sont pour la décarbonation de la production d'électricité. Donc, ils se reconnaissent aussi dans les projets environnementaux. Donc, tout ça, ce sont des thématiques qu'on peut aborder avec eux sans problème. Après, ce qu'on peut dire sur New World, parce que l'expérience n'a pas été toute négative, c'est que finalement, effectivement, c'est un environnement de travail qui finalement plaît quand même. Il y a certains jeunes qui disent « mais de toute façon, j'ai toujours connu que ça ». Et du coup, oui, ça les a effectivement, en fait, pour EDF, ça a été présenté une autre image que la grosse entreprise industrielle d'ingénierie, lourde, froide, etc., comme on pouvait avoir avant. Donc, l'expérience, le retour d'expérience de tout ça, c'est qu'effectivement, pour aller vers ces populations-là, pour les sensibiliser à la démarche syndicale et à la syndicalisation, il faut mettre en mouvement toutes les structures de la CGT, que ce soit les élus en IRP, les fédérations, les territoires. Et aujourd'hui, on essaie, avec toutes ces structures, de s'organiser sur Lyon pour aller au contact d'un maximum de salariés. Et comme je vous disais, il y en a beaucoup. Donc il y a du boulot, par contre on n'attend pas de signer le pape pour commencer la démarche syndicale. Alors Rudel-Arnaud, étant donné ce que nous a expliqué Philippe Godino, est-ce que justement des entreprises comme les vôtres n'auraient pas intérêt, y compris du point de vue de l'employeur, pour favoriser le dialogue social, à avoir des représentations syndicales et pas simplement des CSE élus sans organisation syndicale, CGT ou autre par ailleurs, ce n'est pas la question. Bien entendu. Alors oui, tout à fait. Moi je suis la première quand on doit négocier à trouver. Aujourd'hui, on a un CSE. Honnêtement, la plupart sont là parce que ils voient le côté festif et social de la chose. Mais la question, non, mais vraiment, hein, et voilà, venant d'une boîte beaucoup plus mûre sur les aspects de dialogue social, j'ai été évidemment étonnée en arrivant. Je sais qu'il y a des réflexions, autour d'une adhésion syndicale pour certains, mais c'est vrai qu'on en est loin, et je pense très franchement que ça aiderait pour certaines négociations. Je pense que ça donnerait un niveau d'exigence sociale. Enfin, moi, en tout cas, en tant que DRH, oui, il y a plein de moments où je m'appuie évidemment sur la voix des salariés, mais si on a une voix de salariés qui est beaucoup plus structurée, qui est portée, qui est entre guillemets professionnalisée sur ces aspects-là, évidemment que ça aiderait. Marion Flécher, justement, sur ces questions de représentants des salariés, les enjeux que vous avez pu repérer dans vos terrains. Moi, je rejoins ce que les autres ont souligné. En fait, moi, quand je suis arrivée dans cette entreprise, ils venaient de passer le seuil des 100 salariés, donc ils devaient organiser des élections des délégués du personnel, sauf que les difficultés, elles sont multiples. La première, c'est qu'il y a des critères d'ancienneté. Il faut avoir au moins 2 ans d'ancienneté et avoir un représentant, une représentante cadre et non cadre. Sauf que dans les startups qui sont relativement jeunes en termes d'âge, c'est assez difficile de trouver ces salariés-là. Presque pas, en fait, c'est ça. Ouais. Et donc concrètement, il y avait 6 personnes qui pouvaient être candidates. Et après, l'autre enjeu que ça pose, c'est que le plus vous êtes ancien dans l'organisation, le plus vous avez vraiment fait partie des débuts. Et donc vous êtes très 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 proche des fondateurs. Donc vous êtes très proche avec la direction. Et donc la manière dont vous allez envisager et concevoir votre rôle, effectivement, elle est aussi empreinte de cette proximité que vous avez avec la direction. Donc sans compter le fait que les salariés de start-up, je vous l'apprends pas, sont peu politisés, voire en tout cas quand ils sont politisés, c'est plutôt ils sont macronistes, anti-syndicats. Enfin, il y en avait vraiment que 2 qui en entretien m'ont dit qu'ils avaient une vision éventuellement positive des syndicats, mais pour eux, je cite, c'est des fouteurs de merde qui veulent rentrer en conflit avec la direction, et du coup ils veulent pas du tout incarner ce rôle-là, puisque dans les startups, ce qui est valorisé, c'est plutôt la fameuse grande famille, tout le monde s'entend bien, puis les problèmes on les règle dans l'individualité des one-to-one comme ils l'appellent, des entretiens individuels avec les managers. De fait, très compliqué de trouver ces personnes-là, et quand elles se présentent, c'est effectivement pour négocier des tickets resto, en se disant au moins leur but, pareil, je cite, c'est faire kiffer les employés, quoi. Donc là, ça change un peu, j'ai l'impression. Notamment, il y a quelques salariés qui sont
parfois syndiqués, sauf que la grande difficulté pour elles et eux, c'est de se reconnaître entre eux, parce qu'en fait, si vous êtes syndicat à la CGT, il y a de grandes chances que vous soyez quand même pas nombreux, et donc comment vous en parlez dans l'entreprise pour vous reconnaître, comment vous allez faire collectif, c'est quand même aussi très compliqué, parce que c'est une question. Enfin, on parlait de ce qui est fité, typiquement ça fit pas. Donc, je pense. Mais la CGT, c'est vachement festif, hein. Non, mais là, du coup, il y a une volonté de peut-être des initiatives qui ont vu le jour, et c'est vraiment chouette, mais ça a vraiment mis du temps, et donc on peut deviner que toutes les problématiques de ressources humaines, et de même de manquement au respect du droit du travail par les fondateurs, elles sont pas pointées du doigt, elles sont vécues dans l'individualité des relations de travail. Donc, les licenciements abusifs, il y en a plein qui sont faits par rupture conventionnelle imposée, clairement elle est très peu conventionnelle cette rupture, mais néanmoins c'est souvent une manière de faire du licenciement déguisé. Moi c'est comme ça que je l'interprète. C'est une manière d'acheter la paix, et personne dit trop rien, parce que c'est le principe de ces boîtes d'être loyal et de pas trop critiquer. Je voulais aussi vous entendre sur la généralisation. Est-ce qu'il y a une généralisation de cette grammaire des startups ? À la fois, comme je le disais au tout début, les startups sont aussi nées d'autres entreprises, puisque ça a été des formes de spin-off de grandes boîtes technologiques qui avant étaient des grands monopoles. Donc là, inversement, on voit qu'il y a de plus en plus d'organisations publiques comme privées qui essaient de passer en mode start-up ou en mode agile. Il y a énormément de conférences comme ça où il y a un start-upper, un directeur d'innovation d'un grand groupe, et ils essaient de se parler en faisant des ateliers d'open innovation avec des post-it et des machins. Donc il y a une volonté de s'inspirer de ce modèle-là. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire travailler en petite équipe, projet autonome, pluricompétente, avec cette idée qu'ils vont s'autogérer et s'engager d'autant plus de cette façon-là. Ça veut dire éventuellement mettre l'accent sur l'esprit d'équipe en organisant des after-work de temps en temps. Ça veut dire importer des outils numériques. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui touche de plus en plus de grandes organisations, c'est-à-dire utiliser des plateformes numériques pour fluidifier un peu la communication interne, les fameux process. Mais derrière, tout ça a quand même pour objectif de produire plus et plus vite, sans forcément recourir à un truc vertical, parce que ça répond plus trop aux attentes de pas mal de salariés, notamment les jeunes diplômés qui aspirent à d'autres choses dans le travail, notamment avoir un meilleur, avoir dans l'entreprise un lieu de sociabilité, un lieu d'épanouissement personnel. Alors on peut se poser la question de est-ce que ça l'est vraiment, mais quand même, il a été souligné tout à l'heure que ça fonctionne quand même. Il y en a beaucoup qui trouvent ça chouette de travailler en start-up malgré les dérives, et si c'est chouette pour eux, c'est que ça répond à des attentes. Ça répond à des attentes on préfère ça que badger et être en costard cravate dans un grand groupe à la défense. Donc en vrai, il y a quand même des questions importantes de transformation contemporaine du monde du travail qui se posent à travers les startups, avec des énormes dérives, et en même temps des choses qui fonctionnent, attirent. Et voilà, je pense que là, il y a un vrai enjeu à politiser ces salariés-là, les faire s'organiser pour qu'ils puissent quand même avoir les armes pour mettre des limites à ce qui s'y passe, puisqu'ils sont quand même nombreux à travailler dans ces organisations. Agathe Le Berder, est-ce qu'on peut faire par ailleurs un lien avec, puisque nous sommes là sur ce sujet dans des entreprises du numérique, avec toute la question des données et notamment du management algorithmique, papier de Emmanuel Lavignac dans le numéro d'option, le management est-il soluble dans l'algorithme ? Alors le management algorithmique ne concerne pas vraiment les cadres, il concerne plutôt les livreurs à vélo, les VTC, etc., avec des fonctions prescriptives, avec un algorithme qui détermine votre travail, mais il est conçu souvent par des startups, et ça pose la question du contrôle de nouveau par le management, par une machine, Agathe Le Berder. Oui, tout à fait. C'est en fait de toute façon de longue date. Lugic a toujours dit que les outils numériques et là l'algorithme, les outils d'IA qui sont utilisés dans les cadres RH font partie des outils numériques, car ils ne sont que des outils à la main de ceux qui les créent et de ceux qui les utilisent, sont aussi des accélérateurs parfois du Wall Street Management dont on a déjà parlé, parce que dans leur façon d'être conçus, ils sont prescripteurs d'une manière de travailler. Et ce que nous remontent les bases syndicales, c'est souvent que le système d'information dans lequel je dois faire mon reporting, dans lequel je dois donner les informations sur les tâches que j'ai remplies et mes objectifs, il détermine la façon dont je vais travailler. Donc c'est un problème, et c'est là aussi une boîte noire qu'il faut aussi ouvrir. Ce qu'on réclame, c'est la transparence des algorithmes, le fait de pouvoir contrôler la façon dont les machines sont conçues et pouvoir les régler, parce que les machines sont utiles,
effectivement, elles rendent le travail plus efficace, parfois plus facile. Il faut absolument pouvoir reprendre la main dessus. Ça pose aussi la question de ces outils numériques de la commande publique. On avait tout à l'heure une discussion avec Marc de Ernst & Young. Il y a d'énormes contrats publics qui sont passés avec des cabinets de conseil qui là aussi transforment la façon dont les services publics sont rendus. Ça pose la question du contrôle démocratique sur ces outils numériques qui sont appliqués. Et puis je trouve que dans la période actuelle, notamment où on voit la collusion entre le milieu de la tech américain et l'extrême droite américaine, ça rappelle à quel point les technologies, le monde du numérique, le monde des entreprises et politique participe à la politique, a une influence sur le cours des choses. Et pour finir sur une note positive, pour revenir aussi sur une autre tribune qui m'a marqué ces derniers mois, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, où la CGT a mené campagne pour le programme du nouveau Front populaire et contre l'extrême droite, il y a eu une initiative très positive, je trouve, qui a eu lieu. C'est la signature par plus de 1500 diplômés de grandes écoles, dont de nombreux salariés de start-up, pour dénoncer une position grave du patronat à l'époque, puisque le MEDEF, au moment de la dissolution, a mis dos à dos le NFP et le Rassemblement national sur le plan économique. Et ces personnes-là se sont mobilisées collectivement pour dire non, là, c'est pas possible en fait. On ne se reconnaît pas du tout dans ce discours. On refuse que l'extrême droite puisse arriver au pouvoir et au contraire, on veut s'organiser pour faire gagner le programme du NFP. Je trouve que c'est une marque d'optimisme pour nous et pour notre action syndicale aussi pour l'avenir. Merci beaucoup à vous quatre, Agathe Le Berner, Marion Flécher, Laure Rudel-Arnaud et Philippe Godino. Merci à vous dans le public de la salle Leroy-Beaulieu de Sciences Po et à vous à l'autre bout du câble si vous nous écoutez en podcast, peut-être des plateformes conçues par des startups. Merci à Sciences Po de nous avoir accueillis, à toute l'équipe de la revue Option pour ce beau numéro. Lisez-le, partagez ces émissions et à très bientôt. Salut!